Bonjour Suzanne, Bonjour, Clermont. en forme? Oui. Tout se passe bien dans ta vie pour toi? Je choisis d'être heureuse, oui. Oh, c'est bien. Suzanne, j'aimerais ça que tu nous dises dans quel soin tu œuvres toi. Ben moi, j'œuvre en massothérapie, mais j'ai développé au cours des années, j'ai toujours suivi j'ai toujours été curieuse. Donc, dans cette curiosité-là, je voulais toujours en savoir plus. Donc, j'ai fait des petits cours de réflexologie, drainage lymphatique. Et j'ai suivi aussi des cours en Jin Shindo. Et là, ça a ouvert toutes les fenêtres sur la médecine chinoise, C'est quoi le l'acupuncture. Jin Do? Jin Shindo, c'est de l'acupression. OK. C'est les mêmes méridiens que les méridiens en acupuncture, sauf que c'est avec les doigts. On connecte des points ensemble avec les doigts. OK. Mais c'est là où j'ai appris toute la médecine chinoise qui est reliée avec la nature, avec la journée, avec les goûts qu'on a, avec les couleurs. Wow, ça a été vraiment une très très belle découverte. Après ça, j'ai été en fasciathérapie. C'est que j'avais été en Inde avant. Et puis en Inde, j'ai vécu plein d'expériences au niveau de la méditation, au niveau de, de l'énergie aussi. J'ai appris qu'on était énergie. Alors, ça a réveillé en moi plein de questionnements encore, étant donné que je suis restée curieuse. Euh, Ça a éveillé beaucoup de choses. Et la fasciathérapie, à ce moment-là, à, ce, à cette époque-là de ma vie, ça l'a permis de vraiment toucher à ce que j'avais vécu en Inde en méditation. C'est-à-dire que le mouvement dans le corps, le mouvement de vie, tout ce qui, quand on vit quelque chose, quand on est tendu et tout ça, ça bloque. Et je pouvais, avec mes mains, dans cette formation-là, je pouvais remettre en mouvement ce qui était bloqué. Ça a été... c'est vraiment une approche que j'aime beaucoup encore aujourd'hui. Et puis, bon, encore, qu'est-ce que j'ai fait dernièrement, depuis peut-être un an, j'ai touché à la partie Healing Touch. Healing Touch, C'est quoi? c'est toucher thérapeutique un peu, si on traduit. C'est vraiment, c'est une approche énergétique où là, on apprend à travailler avec les corps d'énergie, les OK. différents corps d'énergie, avec les chakras, et comment utiliser ça, utiliser cette approche-là à chaque moment. Un enfant se fait mal, qu'est-ce que je peux faire? Quelqu'un a mal à la tête, ok, on peut faire un petit quelque chose en 10-15 minutes. C'est très rapide, mais c'est au niveau plus énergie. Là, ça m'emmenait dans un champ que je connaissais pas mal moins. Là. Moi, j'ai toujours voulu être terre à terre, à être groundé, à être quelque chose qui... mais on ne peut pas y échapper, l'énergie. Elle fait partie de la vie. Là. Donc, c'est ça. Là, je suis dans cette formation-là un peu plus. Mais quand les gens viennent te voir, tu utilises tout ça ou ça dépend de leurs besoins? Ça dépend beaucoup de leurs besoins. À une première rencontre, disons, je vais expliquer un peu ce que je fais, Mhm. qu'est-ce que les différentes méthodes que j'ai, et on va choisir ensemble à ce moment-là. C'est quoi son besoin du moment. Des fois, ça va être la massothérapie parce que la personne a besoin de prendre contact ou de prendre soin d'elle. Des fois, souvent, ça va être la fasciathérapie, où la personne vit des choses plus difficiles, où c'est plus chronique. C'est
un mal qui est là depuis plusieurs années, une articulation qui est bloquée depuis longtemps. Là, on va travailler en fasciathérapie. Puis là, dans mes derniers traitements, maintenant, je peux demander à la personne, OK, je peux faire un peu d'énergétique si vous voulez. Je lui explique un peu, des fois je touche, des fois je touche pas. Le corps, c'est plus dans des mouvements et tout ça. Je me sens un petit peu moins à l'aise. Moins à l'aise? Okay. Quand je touche pas, parce que les gens ils viennent pour me connaissent comme massothérapeute ou fasciathérapeute. Et là, quand je touche pas, ça fait comme, OK, moi-même, j'ai à me familiariser avec ça, C'est l'énergie qui travaille, là. Oui, exactement. Exactement. Là, on travaille directement avec l'énergie. Quand tu parles de Healing Touch, je sais pas, c'est-tu un raccourci du Reiki, ça, non? Oui. Non. C'est de l'énergie? Oui, le Reiki, c'est de l'énergie. Mais c'est l'énergie universelle. Le Reiki, c'est... En tout cas, dans ce que j'en ai compris, j'ai suivi un cours de Reiki un jour, là, et on prenait l'énergie du maître Reiki. Tandis que Healing Touch, c'est plus... même les infirmières, ça a commencé aux États-Unis, cette approche-là. Les infirmières, c'est une infirmière qui travaillait avec ça. Je ne sais pas si tu connais Barbara Brennan, oui. entre autres, oui. Et elle travaille avec les mains, avec la lumière aussi. Alors, c'est un peu... Healing Touch, c'est un raccourci de plein d'autres approches techniques énergétiques qu'ils ont mis ensemble, que je ne me souviens pas de celle qui a parti ça, Healing Touch aux États-Unis, c'est une infirmière. Et aux États-Unis, même, ils peuvent le pratiquer dans les hôpitaux. À quelques endroits aussi au Canada, dans quelques provinces, pas partout. Okay. Et même ici au Québec, ce qui présente, c'est dans le cursus des infirmières qui veulent se perfectionner, parce qu'ils ont des perfectionnements à tous les ans à avoir ou à tous les 2 ans. Le cours Healing Touch est proposé aussi aux infirmières du Québec. Mais bon, c'est comme complémentaire. Cursus, ça veut dire quoi, cursus, ça? Cursus, c'est dans toutes les... un cursus, c'est... Parce qu'ils apprennent. Oui, c'est dans tout ce qui est possible d'apprendre. OK. Ce qui est possible d'apprendre. Okay. Alors, c'est ça. Donc, Healing Touch, maintenant, même au Québec, est reconnu comme une approche ou complémentaire pour les infirmières. Ah bon? Donc, c'est quelque chose qui a une certaine... tu sais, c'est présenté scientifiquement. Okay. C'est présenté de façon... c'est intéressant. J'aime beaucoup ce côté-là où c'est pas flyé. Tu sais, avant, on disait « c'est flyé, ces affaires-là. » Mais là, c'est plus appuyé. C'est plus prouvé. Oui, appuyé scientifiquement. Ouais, OK. Suzanne, dis-moi, quand est-ce que tu as eu une prise de conscience? Ça s'est passé comment pour toi au niveau de... Quand est-ce que tu t'es éveillée à tout ça? J'imagine quand tu étais jeune fille, tu passais pas à ça? Ben, j'ai toujours été curieuse. OK. Chez nous, on m'appelait Tinée. Tinée? Tinée. Parce que j'avais le nez crevé partout. OK. Mais je ne savais pas pourquoi on m'appelait Tinée à ce moment-là. Mais quand j'ai su qu'est-ce que ça voulait dire pour mes frères, mes sœurs, ils m'appelaient toutes Tinée, c'est que j'avais vraiment une curiosité. Tu sais, je demandais, mes parents étaient très croyants, catholiques et tout, puis là j'étais là, je disais, oui, mais si Dieu est partout, quand il fait noir, est-ce qu'il nous voit, tu sais? Et là je jouais à fermer la lumière, est-ce que tu me vois, Dieu? J'ouvrais la lumière, tu sais, j'ai toujours été dans cette curiosité-là et essayer de comprendre c'est quoi cette vie-là? Qu'est-ce qu'on vient faire sur cette planète, veux-tu bien me dire? Tu
Tu sais, j'ai toujours eu ces questions-là. Il me semble que je suis venue au monde avec ces questions-là. Là. Euh, mais là, j'étais dans une petite campagne, ma fille de cultivateur. Donc, on parlait, c'était vraiment la terre, puis la messe, puis l'école, puis, tu sais, il n'y avait pas de... On n'avait pas... Il n'y a pas d'ouverture au niveau spirituel. C'est ça, il n'y avait pas d'ouverture à ce niveau-là. C'était vraiment catégorisé. Donc, je suis allée aux études, mais j'ai lâché ça vite. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants, puis j'ai un de mes fils, quand que tu me demandes comment c'est venu, j'ai un de mes fils qui faisait de l'asthme. Et à ce moment-là, j'avais été voir, bon, les médecins avaient donné des médicaments pour l'asthme. Et puis, mon fils commençait l'école l'année d'après, et puis là, on me disait, bon, on va lui donner des petites pompes. Puis là, je dis, ouais, mais ça va donner quoi, des pompes? Ça va-tu guérir? Tu sais, c'est une maladie qui peut se guérir. Puis on me dit non, ça se guérit pas, c'est qu'il faut faire avec, tu sais. Puis là, j'ai fait comme, oh, attendez un peu, là. Ça m'a interpellée vraiment beaucoup. Et puis, j'ai commencé à regarder un petit peu qu'est-ce qui existait autre. Il y a quelqu'un qui m'a parlé, il y aurait peut-être l'acupuncture qui pourrait faire du bien. Je dis, ah oui, tu sais, ok. On m'avait donné un nom, ça fait que là, j'ai communiqué avec cette personne-là. Et puis, ça a été vraiment un bon contact. Parce que l'acupuncteur que je suis allée voir, il faisait le lien avec le psychosomatique. Qu'est-ce que mon fils pouvait vivre? Qu'est-ce qui déclenchait ces crises d'asthme? Qu'est-ce qui pouvait emmener tout ce désordre-là à l'intérieur de lui? Bon, il y avait dans la famille, il y avait des gens qui faisaient de l'asthme et tout ça. On me disait, mais non, c'est familial. Tu sais. C'est génétique. C'est génétique. Voilà. Et, mais cet acupuncteur-là m'a emmené dans d'autres pistes. Et puis, il faisait des points, il me montrait à toucher, à faire des points dans le cou et tout ça, qui va aider mon fils à diminuer ses crises quand il est en crise. Et puis là, ça a ouvert ma curiosité. Ça t'a éveillé, plus. Oui, ça m'a éveillé à autre chose, à aller voir autre chose. Cet acupuncteur-là, il est parti en Estrie. Après 1 an à peu près qu'on a travaillé ensemble, puis il y avait vraiment des bons résultats avec mon fils. Il est parti en Estrie, il allait continuer ses études pour faire un médecin. Je ne comprenais pas trop. Déjà, je le trouvais très ouvert, très bon. Là, et il allait, lui, sa curiosité, c'était d'aller voir la médecine. Fait que quand il est parti, ça m'a forcé à ouvrir encore plus. Et là, j'ai rencontré un professeur dans la région. Il y avait un groupe, c'était l'Éveil du Verseau dans le temps. C'était des gens un peu flyés, hors normes, dont Michel Sigoyot, qui était dans ce groupe-là. Et puis, j'ai rencontré Michel parce qu'il faisait de la polarité. Moi, je cherchais quelque chose qui ressemblait un peu à l'acupuncture. Tu sais, j'avais été initiée avec l'acupuncture. Donc, Michel, il faisait, c'est ça, il faisait la polarité avec l'énergie aussi. Donc, il m'a dit à un moment donné, tu sais, il dit, tu pourrais suivre ça. Tu pourrais suivre, je donne des cours de ça, la polarité, le massage et tout ça. Là, j'ai fait, moi, suivre des cours là-dedans, tu sais, c'est, ben voyons donc, j'ai pas d'argent, je suis une maman de 4 enfants avec quelqu'un, avec un papa, mais il faut que je travaille, tu sais, pour subvenir moi aussi aux besoins de tout ce monde-là. Là. On avait une maison, on avait... Et puis là, il m'apprend ça, que je peux
je peux suivre un cours comme ça. Ça fait que je jase avec lui, tu sais, puis tout en ayant des traitements pour mon fils. Puis je dis, bon, OK, je vais suivre une première formation. Je vais essayer ça. Et il me dit, tu sais, tu peux échelonner tes paiements. Tu sais, il est vraiment d'arrangement, là. Faciliter le processus pour que j'entre en apprentissage là-dedans. Puis j'ai suivi 3 fins de semaine de polarité. Et puis là, la massothérapie est rentrée à travers ça. Après un cours de massage professionnel de Californien, là, j'ai suivi un cours de Jinshindo, comme je disais tantôt, professionnel aussi, parce que je voyais que je l'apprenais, c'était wow, c'était vraiment... Tu te découvrais là-dedans. C'est ça, puis j'apprenais beaucoup sur moi-même, l'approche du corps, l'approche comment toucher, comment de façon saine, de façon thérapeutique aussi. Tu sais, c'était vraiment un monde qui s'ouvrait à moi, là. Et à un moment donné, c'est ça. Je le faisais vraiment pour moi, pour ma famille, tu sais, c'était pour mes proches. Et puis, les années ont passé. À un moment donné, ça allait plus avec mon conjoint. On a vécu une séparation. Et puis, dans cette séparation-là, en tout cas, je me retrouve de vivre un rêve que j'avais depuis... J'avais lu un livre adolescente sur une vie, ça racontait la vie d'une femme qui avait été en Inde, puis qu'elle s'était souvenue de ses vies antérieures et tout ça. Puis j'avais pensé, j'aimerais ça moi aussi aller en Inde un jour, tu sais, adolescente. Mais la vie m'a emmenée dans le tournant de la vie conventionnelle, que je dirais, là. On se marie, on a des enfants. Le tourbillon social. Le tourbillon. et dans toute cette... Tu sais, je croyais aussi, j'avais plein de croyances aussi que ça devait être ça la vie. Tu sais, on se marie, on fait des enfants, on les éduque, comme j'avais eu moi-même. Et puis, il y a ce divorce qui se présente et qui tourne plus ou moins bien. Et je vois une opportunité, mon ex-conjoint, à ce moment-là, il décide de prendre presque les enfants en otage et dire OK, moi, tu peux revenir quand tu veux, c'est moi qui garde les enfants et tout ça. Et puis là, j'ai vu une porte s'ouvrir. J'ai dit, oui, tu veux t'occuper des enfants? D'accord. Moi, je vais faire mon voyage. Ça m'est venu. Je vais faire mon voyage. Wow! Fait que je prends un an pour préparer ce voyage-là. Un voyage en Inde. J'avais jamais voyagé, j'avais été dans le Canada, mais à l'extérieur du pays, j'avais jamais voyagé comme ça. Sac à dos. Sac à dos. Pas d'adresse trop. On me dit, avec les gens de l'éveil du Verseau, eux, ils allaient souvent en Inde, donc mais c'était pas un voyage comme ça. Eux allaient dans l'ashram de Osho à ce moment-là. Et moi, c'était plus un voyage open, là, où je découvre un peu l'Inde, les ashrams, la méditation, le yoga. Toutes ces choses-là me parlaient. J'ai fait 2 expériences vraiment fortes en Inde, c'est-à-dire j'ai travaillé quelques mois dans une maison de Mère Teresa, où je côtoyais la souffrance directe. Ça a été vraiment une expérience très, très forte. Et j'ai eu une autre expérience... Dans quel sens? Une expérience très, très forte. Hein? Quand je suis arrivée là, puis que... il y avait une femme qui s'occupait de changer c'est elle qui s'occupait de changer les pansements
des gens qui étaient Blessé. mourants, blessés, qui sortaient de l'hôpital, qui n'avaient pas d'endroit. C'était vraiment basique, là. Y a-tu des hôpitaux aux Indes? Il y a des hôpitaux Ouais? Indes, oui. Mais ça, c'était pas un hôpital. Non, non, c'est ça. Oui, oui, il y a des hôpitaux en Inde, ben oui. Ah ouais? Oui, oui. Il y a des hôpitaux, oui. Il y en a, c'est Mais comme partout. Je m'excuse de mon ignorance, là, mais il me semble qu'en Inde, c'est des guérisseurs, des choses comme ça, là. Ah non, non, il y a des hôpitaux. OK. Il y a une médecine aussi. OK. Il y a tout ça, mais tu sais, les gens pauvres sont plus laissés à eux-mêmes. Ouais. Alors, c'est ça, les gens pauvres se ramassaient beaucoup dans les maisons de Mère Teresa. C'était une des raisons qu'il y avait ces maisons-là. Mm-hmm. Et la dame, c'est ça, la dame qui me montre que je remplace, elle voulait prendre un break et elle allait méditer. Pour refaire son plein d'énergie, elle allait méditer dans une méditation qui s'appelait Vipassana. Mais ça, je vais y revenir. Ouais. Elle me montre ça, on fait le tour de qu'est-ce que j'aurais à faire et tout ça, puis c'était vraiment rudimentaire, là, tu sais. Les instruments, ils étaient stérilisés, entre guillemets. Tu prenais une pince avec de la ouate, puis la ouate était ouverte comme ça, tu sauçais ça dans de l'iode, puis tu nettoyais les plaies. En tout cas, quand je dis une expérience très forte, c'est quand je suis sortie de là, la première journée qu'elle m'a montré qu'est-ce que j'aurais à faire. Je suis sortie de là, j'ai dit, je pourrais jamais faire ça. C'est au-dessus de mes forces. Je ne suis pas infirmière, tu sais. Mais c'est trop gros. Et je suis arrivée, j'avais pris une chambre dans un hôtel, dans l'autre côté du boulevard, là, qui était un centre de réfugiés tibétains. J'ai pris une chambre d'hôtel là. Je voulais être à part de cette maison-là, de la maison de Mère Teresa, là, pour refaire le plein un peu. Et puis, je suis arrivée le soir, j'ai pleuré. Je me suis endormie comme ça. Le lendemain matin, je me suis levée. J'ai pris un petit déjeuner. J'ai traversé le boulevard. J'ai été travailler, j'ai fait ma journée. Comme si j'avais reçu les forces, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé durant la nuit, mais j'ai fait ça pendant plus d'1 mois, faire ce travail-là. Il y a eu un autre bénévole qui est arrivé à un moment donné, puis on s'est mis en tête d'enrayer les poux, parce que la solubrité était vraiment terrible, là, tu sais. Et je me rappelle le premier qu'on a... Moi, j'ai dit à l'autre bénévole, je dis OK, je vais aller chercher des shampoings, tu sais, pour enrayer les poux et tout ça. Et puis, on avait un homme qui était paraplégique. Donc, il était paralysé du cou jusque toute... Fait qu'on l'avait transporté, on l'avait mis dehors, puis on avait commencé à... Puis je me souviens tellement, tu sais, il était là, oh, c'est la seule chose qu'il pouvait faire, là, oh, tu sais, c'était... il parlait pas non plus, mais... Et puis après 5, 6, 7 shampoos, je me rendais compte qu'il y en avait des couches assez épaisses, que c'était pas la solution, les shampoings, on allait avoir un camion de 10 roues de shampoing, puis on passerait pas au travers de ce qu'on avait. Les ambitions étaient hautes, disons. C'est dans ce sens-là que tu disais que c'était une expérience forte. Oui, c'est des expériences fortes. Donc là, on s'est mis à raser. Ouais. Et on a réussi. Ouais. Mais c'est ça, ça a été vraiment des dépassements de soi. Des dépassements. J'en ai attrapé des poux à ce moment-là, moi aussi. Et puis quand la dame est revenue, après 1 mois environ, elle m'a dit, écoute Suzanne, va faire Vipassana. Va faire cette méditation-là. Il me semble, avec ce que tu me dis, ce que tu recherches, il me semble que tu vas trouver des réponses. C'est quoi ça, Vipassana? Vipassana, c'est une méditation. C'est très exigeant comme méditation. C'est 10 jours
c'est des blocs de 10 jours de silence, complètement silence, où on nous explique l'idée bouddhiste de qui on est en tant qu'humain. Mais on n'est pas ça. On n'est pas seulement le corps. On n'est pas le corps. Tout ça, c'est de l'énergie. Et c'est là que j'apprends qui on est. J'apprends, au-delà de tout ce que j'avais appris en religion, avec la religion catholique et tout ça, j'apprends enfin quelque chose qui m'explique qu'on est plus grand que soi, qu'on est... Le corps, c'est un véhicule, c'est pas nous, c'est pas moi, ce corps-là. C'est qui nous? C'est le tout, c'est l'énergie, c'est le tout qui passe à travers ce corps-là. Bon, et puis, là, tu sais, pour moi, c'était vraiment des expériences. Je m'attendais pas à rien de tout ça, là. Et là, en méditation, dans cette posture assis en Bouddha et en silence, juste avec moi-même, j'entendais les instructions, mais c'était de l'hindi, l'hindi en anglais. Il parle anglais comme moi je parle anglais, donc on se comprenait un peu. Mais c'est tous des termes nouveaux, c'est tout l'équanimité, tu sais, rester équanime. On ne meurt pas, tout passe. Tu sais, il y a plein de choses que j'apprends, que je reçois, c'était... Alors, mes premiers 10 jours est là. Il s'est tellement passé quelque chose que là, moi, je suis bouleversée. Je dis, je veux rester un autre 10 jours. Donc, je décide de rester un autre 10 jours. Ça fait que là, tout le monde se sauve après un 10 jours parce que c'est très, très difficile de rester avec soi, puis à faire plein de ces expériences-là qui se passent dans le corps, tu sais, au niveau de la pensée, au niveau émotif, au niveau mental, à tous les niveaux, ça vient... mais on nous dit, vous restez assis, vous observez ce qui se passe, observez. Et moi, dans ma curiosité, je décide de faire un autre 10 jours. On me passe un petit test pour savoir si je suis pas folle, là. On me demande mon nom, où on est, quelle heure il est à peu près. Ah ouais. Mais bon, je suis décidée de faire un autre 10 jours. Pendant ce deuxième 10 jours, je me chante des bêtises. Hey, t'es malade. Qu'est-ce que t'as pensé de faire un autre? Parce que là, c'était vraiment aller plus ouais. Profond, plus loin, plus dans l'expérience, expérimenter. Et puis, j'ai expérimenté que ce corps-là est vraiment énergie. Je l'ai senti se dissoudre, je l'ai senti... mais tu sais, j'avais pas beaucoup d'explications en même temps. J'avais des enseignements. Mais en même temps, tu sais, après ce 10 jours, ce deuxième 10 jours, j'ai décidé encore de rester. J'ai resté 2 mois dans cet ashram-là, où on faisait du service. Parce que Vipassana, entre autres, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que même si tu n'as pas d'argent, tu peux aller faire Vipassana. Mais tu peux aussi rendre ce que tu as reçu. Mm-hmm. Parce que tu es logé, tu es nourri. Tu te lèves à 4 heures du matin, par contre. Les journées sont bien remplies. Mais tout est organisé pour que tu sois... la base soit... tu répondes à tes besoins fondamentaux. Ça, c'est assuré. Et j'ai décidé de faire 2 services de 10 jours. Dans ce service-là, on a à faire... on prépare les légumes, on prépare les choses pour les autres méditants.
Et c'est ça, je faisais des tâches comme ça, mais on avait les méditations. On était dans ce lieu que je dirais privilégié, dans ce lieu protégé, dans ce lieu où il y avait tout cet enseignement-là aussi. Donc, tu sais, pour laisser tout ce que j'avais vécu pendant mes 20 jours de méditation intensive, là, parce que c'est de 4h30 le matin qu'on médite jusqu'à 9h le soir. Bon, il y a des petites périodes de pause, mais on nous demande toujours d'être en contact avec les sensations dans le corps, avec ce qui se passe dans le corps. C'est assez intense. Ça t'a amené à quoi? Ben c'est ça, c'est que une fois que j'ai sorti de cet ashram-là, je suis retournée à la maison de Mère Teresa un petit peu. Et puis là, ben, il fallait que je revienne au Québec parce que j'avais mes enfants. Quel âge t'avais, hein? 35 ans environ. OK. 35-36 ans. J'avais mes enfants qui étaient adolescents et ça se passait pas très bien. T'as resté là combien de temps? En Inde? Ouais. 6 mois. 6 mois? Oui, j'ai été 6 mois. Je suis partie en novembre, puis je suis revenue en mai. Et pendant la méditation vipassana, j'avais eu le chiffre 6 mai. Et j'avais aucune idée de qu'est-ce qui allait se passer le 6 mai. Et dans l'avion, je me suis rendu compte que le 6 mai, c'était cette journée-là que je revenais au Québec. Ah ouais. Ouais. Puis on était au mois de février à ce moment-là. Quand j'avais eu ce 6 mai-là, je me suis posé des questions. Qu'est-ce qui va se passer le 6 mai? Et je m'en suis rendu compte vraiment dans l'avion. J'ai dit, ah, je reviens chez nous le 6 mai. Une petite anecdote, une petite parenthèse. Ben, c'est bon, c'est très bon. Parce que... Alors, c'est ça. Il fallait que je revienne chez moi parce que ça se passait pas très bien à la maison. Alors, bon, on me dit, viens-t'en parce que les enfants ont besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi. J'ai 4 garçons, donc 4 adolescents. Le dernier a 12 ans, le plus vieux a 16 ans. Alors, je reviens. Et tu as été écarté pas mal? Oui, disons qu'il y avait un petit décalage. Il n'y avait pas juste le décalage horaire. Il y avait tout le décalage de toutes les expériences intenses que j'avais vécues là-bas et les besoins criants quand je suis arrivée. Donc, ça m'a ancré profondément là, dans quelque chose du quotidien aussi. Avec la vie de famille? Ma vie de famille, gagner ma vie aussi. Parce que j'étais une femme seule, avec des enfants. Alors, il fallait que je travaille. Bon, ça a bien été, le travail et tout ça. Et... Quand est-ce que tu as pensé à commencer à faire des soins? Ben, j'ai commencé, à ce moment-là, l'année d'avant, quand j'ai préparé mon voyage, l'année d'avant, j'avais travaillé dans un centre de santé à Notre-Dame-du-Portage. OK. Et on m'avait dit, n'importe quand, tu peux revenir, j'étais bonne, donc n'importe quand tu peux revenir, t'as ton emploi, tu sais. Donc, c'est ça, j'ai pris un de mes fils avec moi, puis on s'est en allé au portage puis là, j'ai commencé à travailler, recommencer à travailler avec les soins. Pour moi, c'était vraiment important de travailler à ce niveau-là. Mais j'avais aussi toute mon expérience en Inde, que je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ce que j'ai découvert, tu sais, parce que il n'y avait plus rien de pareil là, dans mon toucher, dans mon ressenti, dans tout ça. Et puis, c'est là où j'ai une de mes amies qui m'a dit, hey, il y a une nouvelle formation, c'est la fasciathérapie. On travaille avec le mouvement de vie. J'ai fait, ah oui, le mouvement de vie. Et c'était beaucoup... Tu sais, en entendant mouvement de vie, ça faisait écho à
je l'avais pas appelé comme ça, mais ça faisait écho aux expériences que j'avais vécues à Vipassana. Vraiment, ah oui, la vie en mouvement dans soi. Alors, j'ai fait des pieds et des mains pour m'inscrire à cette formation-là parce qu'il y avait déjà eu 1 an de commencer. Et puis, j'ai appelé le professeur qui était français en France. Puis, il a dit « Hey, ça m'intéresse, je veux suivre la formation avec toi. » Et puis, oui, il m'accepte dans le groupe. Et puis, c'est là où j'ai commencé ce long processus, ce long apprentissage de fasciathérapie, là. Et oui, effectivement, je touchais à la vie dans le corps. C'était plus juste masser des muscles, c'était plus juste... Qu'est-ce que tu veux dire, toucher à la vie dans le corps? Ben, la vie est vivante à l'intérieur du corps. C'est-à-dire que même quand on regarde le fleuve, la mer, il y a toujours un petit mouvement. OK. Toujours Tu parles de l'énergie qui circule dans le corps. C'est ça. OK. Mais on appelle ça aussi le mouvement. OK. La vie qui est dans le corps, qui est en mouvement. Et puis, là, je découvre que je peux travailler avec ça. Wow! C'était vraiment faire le pont entre ce que j'avais vécu en Inde et faire le pont avec ce que je pouvais emmener ça dans les soins que je pouvais donner dans le corps. Ben, dans tout ce que tu me dis là, tu étais à l'écoute de toi là, à travers de ça. Tu vivais là, des choses, mais... Écoute, je faisais de la méditation parce que là, j'avais médité 2 heures par jour, assis, à écouter les sensations. Ben oui, j'étais beaucoup à l'écoute de tout ce qui se passait à l'intérieur de moi, mais aussi à l'écoute des paroles, tu sais. J'avais entendu beaucoup d'enseignements bouddhistes qui disaient la cause de la souffrance, c'est que tu t'attaches à des choses. Ou quand tu t'attaches à des choses, ben là, tu as peur de les perdre. Et là, tu es toujours l'aversion, ça, je veux pas ça, ça, je veux ça. Moi, je choisis d'avoir ça, je veux pas avoir ça. Mais c'était directement la cause de la souffrance. Fait que j'étais beaucoup en écoute avec tout ce processus où on veut des choses, on a peur de les perdre. Et j'avais aussi une parole qui m'accompagnait, c'est tout passe. On avait eu un enseignement à un moment donné dans Vipassana où on m'avait expliqué que on expliquait que tout dans la vie, que ce soit agréable, désagréable, que ce soit si tu t'attaches ou que tu éloignes ça, c'est ça qui te fait souffrir. C'est que tout ça, ça passe, que ça soit bon, que ce soit agréable, que ce soit désagréable, ça va passer. J'ai pas à m'attacher ou à repousser toutes ces choses-là. Mais là, c'était tout un changement dans mon bagage antérieur, là, tu sais. Tu passes pas de un à l'autre, là. Il y a tout des expériences à vivre par rapport à ça. Puis la vie ici, au Québec, nous ramène dans des affaires, tu sais, toute la consommation, toute la facilité qu'on a, on est vite happé par tout ça, mais j'avais eu vraiment des expériences intenses, profondes, qui faisaient en sorte que je restais pareil. Je retournais faire des Vipassana, parce que Vipassana se fait partout dans le monde. Il y en a... Il y en a au Québec? Il y en a au Québec, à Montebello. Ça se donne dans un centre qui est vraiment Vipassana de Goenka. Là. Parce qu'il y a d'autres Vipassana, là, mais celui-là, c'est... donc, il y en a au Québec, il y en a au Mexique. Montebello, c'est où ça, Montebello? Montebello, c'est près de Hull. C'est Gatineau, c'est dans... la région
Dans le bout de Gatineau. Dans le bout de Gatineau. C'est un bon bout d'ici, là. Oui, oui, mais c'est un centre vraiment où on fait des 10 jours, exactement comme j'ai vécu ce que j'ai eu en Inde. Tu es retourné ici, toi? Oui, ouais. Je suis retournée. Ben, dans le temps, c'était à Sutton. OK. Il y avait ce centre-là, il était à Sutton, dans l'Estrie. Et c'était rendu trop petit parce qu'il y avait trop de demandes, il y avait beaucoup de méditants et tout ça. Ils ont acheté plus grand et ça a été à Montebello qu'ils ont acheté à ce moment-là. Okay. C'est vraiment plus grand. Là. Mais on a toujours très bien logé, on est toujours très bien nourri. C'est de l'alimentation végétarienne, mais c'est vraiment très bien. Là, tu sais, les besoins de base sont répondus. Sont comblés, oui. Sont comblés. Ouais. Pour permettre vraiment parce que la méditation en soi, c'est quelque chose de très exigeant. Mais pour permettre ça, il faut que nos besoins de base soient répondus. Donc, toi, tu peux suggérer ça aux gens? Ah oui, des gens qui veulent vraiment se découvrir, découvrir la méditation aussi. Des gens qui veulent vraiment se retirer dans un espace sécuritaire, dans un espace où il n'y a aucun Bouddha figurine, là, tu sais, il n'y a rien de... Tout est avec soi, pour soi, à être vraiment en contact avec l'énergie intérieure avec soi. Avec soi. Découvrir c'est quoi ce soi-là. Et toi, durant toutes ces années-là, tu as pratiqué ça beaucoup, d'être avec toi, d'être à l'écoute? Oui, quand je suis revenue, puis que j'ai connu la fasciathérapie et tout ça, je suis rentrée un peu dans le social de tout en pratiquant, en étudiant puis en pratiquant la fasciathérapie. Je faisais aussi des méditations. Puis, à un moment donné, à 50 ans, j'ai décidé de prendre un break et de faire... Ce qui m'intéressait, c'est de prendre un recul et de regarder les 50 années derrière moi. Qu'est-ce que j'ai appris? C'est quoi cette vie-là? C'est quoi ça m'a... Donc, j'ai vraiment décidé de prendre un break. Et pour prendre ce break-là, j'ai décidé de faire une maîtrise à l'université. Ah ouais? Ouais. Donc... c'est un autre monde, ça, là. Donc, j'ai décidé de faire une maîtrise. Ça a été vraiment un moment fort dans ma vie. Ça a duré 5 ou 6 ans, cette affaire-là. C'est là où j'ai recommencé à faire du vipassana. À aller en Estrie, puis à Montebello. Quoi le rapport? Parce que pour faire cette rétrospective de ma vie, je voyais bien que la méditation, c'était un gros morceau de ce que j'étais devenue, puis de mes soins, puis de tout ce qui... La fasciathérapie, c'était un gros morceau, mais pour moi, il y avait autre chose que la fasciathérapie. Et c'était dans vraiment ce que j'avais découvert en Inde. Là, tu parles de la connaissance de soi, là. Je parle de mon... Comment je dirais ça? De ton expérience de méditation. De mon expérience de méditation, mais oui. de qui j'étais devenue. C'était quoi pour moi maintenant la vie? Ouais. C'était quoi pour moi? Être un individu? Mais c'était quoi ces soins-là que je donnais? Parce qu'il se passait plein de choses dans les soins que je donnais là. Des gens qui me disaient hey, écoute, après ce soin-là, j'étais souhaité d'avoir une opération, puis je n'ai même pas eu besoin. Tu sais, c'était... Ah oui, tu sais, c'était... Ah oui. Tu t'attendais pas à ça? Je m'attendais pas à ça. Je savais qu'il se passait des choses. Bon, la fasciathérapie, c'est quand même très, très intéressant et très puissant. Mais je voulais aller voir c'était quoi, moi, la base. Qu'est-ce qui avait fait l'écoute que j'avais, tu sais.
plus l'écoute que j'ai de moi en méditation permettait une écoute de l'autre en profondeur, vraiment en profondeur. Et c'est ça qui faisait que les soins que j'apporte, les soins que je donne à quelqu'un, fait en sorte que ben, c'est une méditation en soi, un soin pour moi. C'est que je suis vraiment là, branchée avec moi. C'est obligatoire, là, tu sais. Et j'ai appris ça. J'ai appris ça à la méditation. Donc pour moi, quand j'ai fait ma maîtrise de ma rétrospective, ça a été une obligation d'aller refaire des retraites de Vipassana pour pouvoir expliquer, parce que là j'étais dans un processus universitaire. J'avais une maîtrise, donc c'était de faire une synthèse. Oui, une synthèse, mais on appelle ça. J'avais pas J'avais vraiment un gros document là, à remplir et tout ça. Là, c'était vraiment le processus, tout le... De ta vie? Non, oui? Tu es allé à l'université pour faire une synthèse de ta vie. De faire... Le nom du cours, c'est Étude des approches psychosociales. OK. Donc, pour mon approche, c'était une approche psychosociale dans ma pratique. Et j'avais vraiment une étude très concrète à faire sur mon approche. Et ça me prenait vraiment... Qu'est-ce qui fait que je pratique comme ça, moi? Oui, je comprends. C'est pas... C'est des... tu sais, les gens qui font cette maîtrise-là, c'est des gens qui ont développé leur façon de... Il faut qu'ils apprennent à se connaître là-dedans. Là. Oui, il faut savoir c'est par quel processus j'ai passé pour faire ce que je fais là aujourd'hui. OK. Donc, j'ai fait une maîtrise. OK. Et ça m'a appris beaucoup de choses, dont Vipassana, c'est vraiment ça la base de qui je suis aujourd'hui. Dans le sens que c'est la vie à l'intérieur de moi, c'est l'énergie, je suis aussi comme un passage du plus grand que moi à l'autre. C'est ça, je suis une connexion, je suis, un canal. Un canal. Pour que les énergies passent, qu'ils fassent son œuvre. Et plus je suis neutre, plus je suis connectée avec moi, meilleur est le canal. Donc, tu es en train de me dire que tu es consciente que c'est l'énergie à travers nous qui fait le travail. Oui. Et non pas nous en tant que corps. Bon, nous, on est un outil. Moi, je dis souvent, l'énergie a besoin d'un coup de main. Oui. Donc, mes mains sont là. Oui, absolument. L'énergie a besoin d'un coup de main. Et puis, souvent, mes mains vont aller se poser à des endroits. Très belle image, c'est super, oui. Moi, je ne sais jamais qu'est-ce qui va se passer dans un traitement. Jamais. C'est pas moi. Souvent, dans des traitements aussi, il y a eu un bout de temps, c'est moins là présentement, mais il y a eu un grand bout de temps où il se disait des choses, des messages que je recevais. Puis, tu sais, ces messages-là étaient aussi importants pour moi que pour la personne qui venait me voir. Mais j'aurais jamais pu penser ce message-là. J'aurais jamais pu imaginer dire une chose comme ça. Là. Cela se disait, tu sais, c'était comme... mais un peu comme mes mains, les messages passaient à travers moi, comme ça, par pensée. Et je nommais ce qu'il y avait à nommer. J'étais disponible. Je suis disponible à ce qui est. Et d'après toi, penses que tout le monde peut en arriver à faire ça? Oui. Parce qu'on est tous, je veux dire, ça passe à travers nous. Ça passe à travers toi, ça passe à travers
Ça peut passer à travers un arbre, un oiseau, une fleur. Ça passe à travers tout. Tout ce qui est. Donc, les gens qui peuvent se connecter à eux, rester tranquilles, c'est des choses qui vont venir puis ils vont pouvoir se connaître à travers ça. Oui, il faut apprendre à Relaxer. relaxer, se calmer, Ouais. calmer ça ici. Là. Ouais. Calmer la pensée, descendre à l'intérieur de Au niveau soi. des émotions, au niveau des sentis. Des sentis, des sensations. Les émotions, ça peut. Si j'entre dans une émotion, Ouais. je peux me ramasser à pleurer ma vie. Ouais. C'est plutôt ce qui parle en dedans. C'est plus d'observer cette émotion-là. Tu sais, si j'ai de Ouais. la peine, c'est pas de me mettre à pleurer. Ouais. Oui, je peux me mettre à pleurer, mais observer que c'est une peine qui est en train de se vivre. Ouais. Que c'est pas moi. Ouais. Mais là, on parlait pas de la même chose. C'est Ok. moi qui s'est mal exprimé, là. Mais c'est d'écouter ce qui se passe en dedans, Oui. le senti, là. Oui. C'est ça. Oui. Si les gens peuvent en arriver à aller là, c'est là que les vraies réponses sont. Entre parenthèses, là, je veux dire. Oui, c'est ça. Écouter le hamster, ça devient écouter fatigant. le hamster, c'est fatigant, puis ça tourne en rond. Tu sais, je veux dire, si je veux, ben, tu sais, comme tu disais tantôt, tout le monde peut aller faire Vipassana, oui. Mais je dirais pas que c'est pour tout le monde, par contre. Parce Non, que, non, exact. C'est comprends. très, 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 très exigeant. De juste arrêter 10 jours à ne pas bouger, à ne pas parler, à être avec soi, c'est très exigeant. Mais il n'y a personne qui peut dire je ne peux pas y aller parce que je n'ai pas d'argent. Ouais. Il n'y a personne qui peut dire ça. Parce qu'on va accepter tout le monde. C'est plutôt le hamster qui va Oui. stopper ça. Oui. Parce qu'une personne qui n'est pas capable de rester avec elle-même, Mais qui il y est a toujours plein partie. d'autres, il y a plein d'autres méthodes aussi. Ouais. Oui, c'est sûr, c'est C'est sûr. ça. Il y a C'est plein sûr. d'autres. Ça dépend du façons. niveau où ce qu'on est rendu chacun. Là, c'est ça. Ça dépend de son besoin, ça dépend Ouais. de... Tu sais, aujourd'hui, c'est extraordinaire aujourd'hui. Ouais, Il y a 1000 portes ouvertes. Ah ouais, Tu sais, ah ouais, c'est vraiment extraordinaire. Bon, il ne faut pas se garrocher n'importe où non plus, mais il y a des choses qui sont... Il y a plein de choses qui sont possibles aujourd'hui pour se rencontrer, pour arrêter, pour aider à arrêter ce hamster-là. Tu sais, même, tu peux écouter des vidéos sur YouTube qui vont t'apprendre à méditer. Tu sais, il y a plein de choses de possibles. Quelqu'un qui veut. Oui. Quelqu'un qui se sent, qui veut connaître autre chose, qui se sent, qui est curieux, il y a beaucoup de possibilités. Beaucoup. Suzanne, des gens qui voudraient te rejoindre, peut-être que sûrement des gens vont aimer ce que tu viens de dire. Il y a des gens qui aimeraient te jaser ou te rejoindre ou avoir des soins seulement. C'est où est-ce que tu es là-dedans? Là? Es-tu rejoignable? Ou, oui, je peux laisser mon numéro de téléphone, je peux laisser mon adresse email. Oui, de toute façon, ça va être marqué sur le web, là. Okay. Mais tu peux le dire ici aussi, là. OK. Ton téléphone, tu sais. C'est 418-723-3738. Ton email. Sirois, Suzanne, S-U-S-A-N, @gmail.com. OK, c'est que les gens peuvent te rejoindre. En terminant, Suzanne, d'abord, je te remercie d'être venue ce témoignage. Ça m'a intéressé moi-même, là. Peut-être que je vais essayer ça, ton Vipassana, ça s'appelle ça? Vipassana. Ouais, peut-être que je vais essayer ça. Bien que je suis pas mal tout seul dans la maison à m'observer moi-même. C'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Okay. En terminant, si tu avais un message à partager aux gens, ce serait quoi? Ben moi, je choisis. Soit que je choisis d'avoir raison, ou je choisis d'être heureuse. Et 99% des fois, je choisis d'être heureuse. C'est quoi la différence? Ben, de ne pas m'obstiner avec la vie.
La vie, ça peut être des gens, un Ça peut animal. être des gens, ça peut être comme l'autre jour, je m'en venais de Québec et j'ai eu une crevaison. Et il y avait une petite parole de Eckhart Tolle, Tolle, Tout. et qui disait ah bon, eh bien. Et j'ai la crevaison et puis je suis sur la voie rapide, donc c'est un petit peu compliqué de m'en aller sur la voie complètement à droite. Et je dis ah bon. Donc, c'est de ne pas Lâcher me prise. battre Ouais. contre ce qui est là, contre ce qui arrive. Oui, on peut appeler ça lâcher prise, on peut appeler ça de différentes façons, mais je choisis d'être heureuse. Tu sais, c'est pas... j'aurais pu me dire, ah, tu sais, que c'est ça, cette crevaison-là, qu'est-ce que je dois faire, être fâchée, être enragée, mais ça Donc, d'être heureux, ça descend pas du ciel, c'est un choix. c'est un choix. C'est un choix à tout moment. Comme, tu sais, des fois, on a des discussions avec un conjoint ou un enfant qui veut avoir raison, tu sais, je vais dire, c'est correct, je choisis d'être heureux. Oui, c'est bien. Ça ne donne pas grand-chose de m'obstiner. Ouais. Donc, choisir d'être heureux. Ouais. Ça serait le message. Ouais. Ben, Suzanne, je te remercie infiniment. Ça m'a fait plaisir, Claire. C'est très apprécié. Au revoir. Au revoir.